On poursuit avec la deuxième partie de l'émission, mais nous allons rester donc sur le sujet du Bénin, toujours avec mes deux invités, Beausoleil Obekou, député, président de l'association Togo pour tous, et Aokou Nador, deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau. C'est vous qui aviez la parole avant que nous marquions la pause, et vous pensiez donc que les propos du président Patrice Talon ont quelques fonds de vérité. Oui, je disais que, vous savez, vous ne pouvez pas être d'une communauté et ne pas chercher à être ancré dans les traditions, dans les pratiques de cette communauté-là et vouloir aller copier ce que les autres font ailleurs. Si c'est eux qui doivent vous enseigner ce qu'ils font chez eux, si lui n'a pas pris le temps de s'approprier les pratiques-là, comment il pourra te les enseigner? C'est pour ça que je dis que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire la démocratie, mais il faut faire la démocratie à l'africaine. Et je dis, exactement? Et j'ajoute qu'il ne faut pas qu'on nous fasse croire que la démocratie s'arrête seulement aux élections. Et que ce sont ces pays qui font les élections et qui font changer leur président démocratiquement, qui sont démocratiques. Non. Et je citais l'exemple notamment du Mali et du Burkina. On a connu des successions démocratiques à la tête du Mali, tout comme du Burkina. Mais qu'est-ce qui a fait? Des gens diront que c'est le djihadisme. Non. Si les institutions sont fortes, on luttera efficacement contre le djihadisme. Et on va gagner la lutte là. Maintenant, permettez, et je le dis et je le réaffirme, il ne faut pas qu'on croie que la démocratie s'arrête seulement aux élections. Non. Talon est arrivé au pouvoir au Bénin de façon électorale. J'accepte. Et on peut lui reprocher tout. Mais moi, Nador, je suis de ceux qui croient que ce qu'il fait là-bas, là, il est en train de poser les bases sûres de la démocratie dans ce pays. Je ne suis pas pour l'arrestation et l'emprisonnement des acteurs politiques, non. Mais c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je crois que comme il a commencé, à un moment donné, il prendra la décision politique nécessaire pour libérer ces gens-là. Mais j'interpelle les Béninois. Tout ce qu'ils trouveront de positif dans ce que Talon aura posé comme base pour la consolidation de ce pays-là sur le plan politique, quand Talon va quitter, il ne faut pas qu'on dise que c'est Talon qui a fait ça, alors nous aussi. Et c'est pour ça que vous devez le savoir. Les pays occidentaux, depuis longtemps, sont tombés d'accord sur ce qu'on appelle en politique, en sciences politiques, des fondamentaux. Notre État, là, en matière de diplomatie, en matière d'armement, en matière de commerce, tout ça là, c'est comme ça, ça doit se passer. Quel que soit le président qui viendra, du bord qu'il sera, sur ces sujets-là, il n'y aura jamais d'évolution. Maintenant, sur les détails, oui. C'est pour ça que nous, ici en Afrique, on se trompe. Quand un président socialiste arrive en France, ou je ne sais pas où, on dit qu'il va nous aider. Il va vous aider à faire quoi? Il y a des choses sur lesquelles il ne pourra pas marcher. Parce que c'est calé. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qui nous empêche? Et c'est pour ça que quand on discutait tout à l'heure de ce que le fils d'Idriss Déby faisait, j'ai dit, il doit faire l'effort qu'il faut pour que tous ceux qui doivent être dans cette rencontre-là y soient et qu'ils tombent d'accord sur les fondamentaux sur lesquels l'État tchadien doit désormais être bâti, de façon à ce que quand on va entrer fondamentalement en démocratie, que tout le monde sache que sur tel ou tel sujet-là, nous n'allons pas fonctionner comme nous voulons, mais nous devons fonctionner comme l'État a voulu. C'est comme ça. Monsieur Nador, est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui, quand on prend aussi le contexte béninois, le président dit que c'est un recul par rapport aux acquis démocratiques, il est impossible de concilier développement économique et acquis démocratique? Oui, nous en Afrique, nous n'avons pas l'habitude de la démocratie telle qu'on nous la sert.
C'est pour ça que vous avez parlé d'une Et démocratie. c'est pour ça qu'il reconnaît que c'est un recul par rapport à ce que les gens veulent. Mais chez lui, il croit que c'est un moment pour lui, c'est une occasion pour lui pour poser les bases. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Parce que si un jour, on ne le fait pas, on cite souvent le cas ghanéen. Et pendant que Randus était encore en vie, quand les choses chancelaient un peu, c'est sur les radios que les citoyens l'interpellaient. Intervient, recadre les gens. C'est parce que les gens voient en lui celui qui a posé les bases qu'il faut pour la démocratie. Et que s'il vient en parler, tout le monde doit entendre raison. Vous voyez? Mais nous, en Afrique, et comme on nous dit que la démocratie, c'est élection, la démocratie, c'est élection, élection, nous allons faire les élections. Parce que quand vous limitez la chose seulement à l'élection, là, celui qui va arriver, il va croire que les institutions sont déjà solides. Est-ce que vous allez me dire que le président qu'on a déposé au Burkina, tout comme au Mali, ce ne sont pas des gens expérimentés politiquement parlant? Ils ont été présidents de l'Assemblée, Premier ministre, diplomates, etc. Ils connaissent tout ça là. À un moment donné, ils ont cru que bon, les choses vont de soi. Ils n'ont plus pensé que la démocratie, telle que nous voulons la pratiquer en Afrique, est à ses débuts et qu'il y a des dispositions à prendre. Là aussi, il faut qu'à un moment donné, courageusement, on puisse prendre les décisions qu'il faut. Bosoleil Obekou. Oui, au fait, je suis désolé de dire que le grand frère Nador se contredit un peu parce que par rapport au principe que lui-même défend, parce que vous avez posé bien la question de savoir, Talon même a affirmé publiquement que ce qu'il fait au Bénin est un recul de la démocratie. Est-ce qu'on a besoin de faire reculer la démocratie pour... vous avez posé aussi la deuxième question. Est-ce qu'on a besoin de faire reculer la démocratie au nom d'un certain développement économique? Est-ce qu'on ne peut pas concilier le développement économique et la démocratie? Je dis oui. Et moi, je n'ai jamais parlé d'une démocratie à la française ou à l'américaine ou non. Et ce débat, ce n'est pas un débat de purement démocratique. C'est-à-dire que le sujet qui est sur la table, ce n'est pas un sujet de démocratie, c'est un sujet de liberté, de liberté publique. Est-ce qu'on peut concilier les libertés publiques et le développement économique? Je dis oui. Parce que le Bénin n'est pas la première puissance économique en Afrique. Mais quand on prend le Nigeria, on n'a pas restreint les libertés d'association, les libertés de manifestation là-bas. Mais le Bénin n'est pas plus puissant économiquement que le Nigeria, ni que l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est la démocratie, la liberté syndicale, la liberté les principes syndicaux sont respectés là-bas. Mais ce que nous disons, et moi je n'ai même pas parlé d'élection. Parce que pour parler d'élection, moi j'ai dit seulement que le président Talon est arrivé, s'il n'y avait pas la démocratie et que c'est la dictature, bien c'est le coup d'État. Avec le coup d'État qu'il faut arriver au Bénin, je ne crois pas que le président Talon, bien avec la force, si tu es plus fort que l'autre et tu arrives, le président Talon ne peut pas arriver au pouvoir. Si je dis que le frère se contredit un peu, bon, il n'a qu'à m'excuser, je me demande qu'est-ce que nous voulons au juste en Afrique? Qu'est-ce que les politiques veulent? Qu'est-ce que les Africains même veulent? On dit démocratie. Mais pour les élections, laissons ça de côté. La démocratie n'a pas que les élections comme principe. Il y a aussi les libertés publiques, les libertés d'association, les libertés syndicales, les libertés, tout ça là. Mais il se fait qu'au Bénin, il y a ces principes-là, un certain nombre de ces principes qui sont quand même violés publiquement. On emprisonne les gens. Et le grand frère Nador vient de le dire, qu'il pense que Talon va mieux faire de libérer ceux qu'il a emprisonnés. Si il le dit ainsi, ça veut dire que les gens n'ont rien fait. On les a emprisonnés parce qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, qui bafoue même la justice au Bénin. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais revenons à ce que Talon a déclaré, qui fait l'objet de cette discussion. Il dit qu'il veut le développement économique pour son pays. C'est pour cela qu'il porte en torse à l'avancée démocratique. C'est ce qu'il a dit. Que ce qu'il fait est un recul démocratique. Mais que ça permettra à son pays de décoller
de poser des bases d'une économie forte. Mais je suis fier quand j'entends parler de la sorte d'un président béninois. Je suis fier de mon pays, le Togo. Les gens critiquent le Togo, des politiques critiques, la société, des membres de la société civile critiquent. Parce qu'on vient de voter, on a voté même des lois pour la liberté publique, où on a dit, pour faire des marches, il faut certaines heures. On n'a pas dit, il faut deux jours dans le mois. Hein. On a dit, on peut faire les marches chaque jour qu'on veut, hein, mais il faut une certaine heure pour ne pas perturber, pour ne pas empêcher les autres qui sont aussi libres de vaquer à leurs occupations. Entre le Togo et le Bénin, cette liberté-là, la restriction de liberté, dans quel pays on peut parler vraiment de cette restriction de liberté? Au niveau des élections, ça on le laisse de côté parce que moi je ne dis pas, on ne discute pas de démocratie, principe, élection. On discute de démocratie, développement économique et liberté syndicale. Les gens peuvent faire la grève et au même moment ils sont conscients que, parce qu'il y a des principes, hein, lorsque on donne la liberté aux employés, aux fonctionnaires, aux travailleurs de faire la grève. Ils savent que lorsque vous faites la grève, les règles sont là, on vous perçoit. Vous avez aussi en contrepartie, vous perdez quelque chose. Oui. Et il faut laisser les gens avoir la conscience de ce qu'ils font. On ne peut pas dire, ne faites pas la grève. Lorsqu'on dit que les médecins au Bénin ne doivent pas faire la grève, au même moment au Togo, les médecins sont libres de faire la grève. Donc, ça veut dire que si nous voulons vraiment construire ce pays, est-ce qu'on ne peut pas me dire aussi que au Togo, le Bénin, les trucs économiques, tout ça, là, ça va mieux au Togo, au Bénin plus qu'au Togo. Parce que nous voyons sur le plan international, notre pays, qui a quand même, dans ce pays-là, il y a quand même ces libertés-là qui sont respectées. Et le garant de cette liberté, comme il le dit, il faut avoir des institutions fortes. Ce sont les institutions de la République. Et l'une de ces institutions-là, c'est le président de la République, qui est garant de ces libertés-là au Togo. Et vous voyez que ça marche ici. Et par rapport au Bénin, c'est quand même le jour et la nuit. Parce qu'on ne peut pas dire à un corps donné, vous ne faites jamais grève. Ce n'est pas possible. D'accord. Nador, on quitte le sujet. Non, mais je vais glisser un mot. Vous permettez? On se connaît dans ce pays. Et on est dans cette histoire-là, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier ni aujourd'hui. Si, comme il avait dit dans une de ses interventions, que des gens qui sont très critiques dans ce pays, quand ils vont au Bénin, ils trouvent qu'au Bénin, ça va mieux que chez nous. Alors que le tableau qu'il vient de peindre signifie que nous avons les meilleures dispositions chez nous ici que là-bas. Je comprends qu'il soit scandalisé. Mais il doit comprendre aussi ce que je dis. Ça veut dire que la démocratie ne se limite pas seulement en ces choses-là. En réalité, la démocratie, c'est quoi? C'est comment permettre à tout le monde de faire ses activités, de trouver à manger. Est-ce que nous trouvons à manger dans ce pays? On n'est pas venu ici pour critiquer qui que ce soit. Hein. Mais ce type de débat que nous faisons, c'est un débat intellectuel. C'est un débat idéologique. Nous, les intellectuels, nous pouvons nous livrer à ça. Je vous ai donné maintenant l'exemple de deux de mes amis qui ont soutenu leur thèse de doctorat sur le même sujet. Mais quelqu'un l'a vu du point de vue africain, quelqu'un l'a vu du point de vue occidental. Ils ont eu leur diplôme. Ils enseignent aujourd'hui à l'université. Ça a apporté quoi au panier de la ménagère? Rien. Et c'est pour ça que nous qui sommes des acteurs politiques, quand nous voulons parler au peuple, nous devons, toute proportion garder, ne pas glisser dans l'intellectualisme. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On va évoluer parce qu'on a le dernier sujet, on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler. Une minute. Et il est vrai, il faut quand même, je suis d'accord avec lui, qu'il faut quand même, il y a une chose, c'est la théorie, et une autre aussi, c'est la pratique. Et la pratique veut que d'abord, avant de faire toute loi, il faut penser à la liberté et à l'intérêt général. Oui. Et les lois, quand Patrice Talon, qui est le garant
l'institution garante des libertés individuelles, des libertés publiques, dit qu'il restreint certaines libertés au nom d'un développement économique que nous, on ne voit pas. Ça pose problème. Et je le dis pour conclure que ce n'est pas la restriction des libertés qui fait évoluer sur le plan économique. On peut quand même concilier les deux et avancer. J'ai cité certains pays qui sont plus avancés que le Bénin économiquement, mais qui n'ont pas restreint les libertés. Sujet, le Togo avec une question. Que valent donc les partis politiques après la disparition de leur fondateur? La question se pose aujourd'hui. Vous avez compris que Nador Aoukou est avec nous sur le plateau, deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau. Parce qu'au niveau du comité d'action pour le renouveau, le président fondateur, Maître Yaovi Madji Agboibo, est décédé depuis plusieurs mois déjà, d'ailleurs inhumé dans son village natal de Kouvé. Eh bien, on a l'impression que son parti politique a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, un des cadres de ce parti a reconnu que le CAR est grièvement malade. Moi, j'ai envie de demander, M. Aoukou Nador, est-ce que le comité d'action pour le renouveau est en état de mort cérébrale? Non, sur le principe, je dis non. Mais en raisonnant de façon à l'absurde, je dis oui. Supposons que le CAR est malade, qu'il y a crise au CAR. Est-ce que c'est un mal? Non. Parce que vous savez, moi, je suis protestant presbytérien. Oui. Mais dans nos églises, pas seulement dans l'église protestante presbytérienne, catholique et tout ce qu'on trouve de charismatique sur l'ensemble du territoire, quand vous évoquez, et dans nos associations, et même y compris nos partis politiques, quand vous évoquez la notion de crise, tout le monde tient sa tête. On voit la crise au sens négatif. Mais sociologiquement et anthropologiquement, la crise est une bonne chose. C'est une opportunité. C'est une occasion de reproduction sociale, de la dynamique du groupe. Mais nous sommes dans une situation où quand vous évoquez la notion de crise, on dit non. Comment vous pouvez être 2, 3, 4 et vivre ensemble et avoir seulement le même point de vue? Ce n'est pas possible. Naturellement, si vous avez ça, ça veut dire que votre société ne fonctionne pas bien. Mais si vous avez des points de vue contradictoires, alors là, vous pouvez vous en réjouir. C'est pour ça que personnellement, en tant qu'un des responsables du parti, je m'en réjouis. Nous sommes en train de préparer notre congrès. Oui, mais avant d'arriver là, la crise actuelle au niveau du parti, quelle est sa nature? Mais c'est une crise structurelle. D'accord. C'est une crise structurelle. Parce que nous voulons préparer un congrès. Nous venons de perdre malheureusement notre président. Et nous voulons nous réorganiser et trouver un autre leader autour duquel nous allons reconstruire le parti. C'est normal que chacun nourrisse une ambition. Maintenant, suivant ton ambition, il y a une façon pour toi de développer ta position. Maintenant, pourquoi les gens veulent voir la notion de crise au sens de déchirement? Vous n'en êtes pas là. Non, de toutes les façons. Et si le débat qui se pose là doit évoluer jusqu'à en arriver là, nous sommes un certain nombre de personnes qui sont là, qui doivent taper du poing sur la table pour dire non, ce n'est pas comme ça. Non, si j'évoque ce sujet-là, je l'évoque avec toute la responsabilité que j'assume au niveau de ce parti. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que des gens veuillent que quelques remous qui se font entendre au niveau du parti, qu'on les prenne au centre d'une crise profonde. Si c'est comme ça, on ne pourrait même plus tenir les réunions de nos structures. Alors, vous avez parlé de crise structurelle, mais moi j'ai envie de savoir aussi, est-ce que vous n'avez pas aussi une crise existentielle aujourd'hui? Non. La crise existentielle existe au niveau de toutes les formations politiques au Togo et c'est lié à Covid-19 et à tout ce qui
peut en découler. Parce qu'il n'y a pas un parti politique aujourd'hui qui fait effectivement ses activités sur le terrain, compte tenu des situations que nous tous nous connaissons. Mais par rapport à vous, je le mets en parallèle avec la crise, en parlant d'existentiel, je parle de crise de survie. Non, mais Vous avez perdu votre président, vous l'avez dit, paix à son âme, Oui. mais tout le parti, on a l'impression que ça a été bâti sur lui. D'ailleurs, votre emblème, c'est le bélier noir, qui est juste le nom du fondateur, en fait. Non, mais vous savez, nous sommes en Afrique. Et pas seulement en Afrique. En Europe, hein, quand vous prenez Renault, toutes les sociétés économiques, là, ils ont pris quel nom? Oui, mais ça, on est dans l'économie, là. Non. C'est le ça, non? fondateur, on comprend. Il n'est pas exclu que ce qui se fait quelque part ne doit pas être fait ailleurs. Mais, si on appelle souvent le cas où nous avons mis le bélier noir, parce qu'en réalité, le logo du cas, c'est le soleil levant, Ok, oui. à couleur rouge. Oui. C'est ça. Il n'y a que quand, parce qu'il y a une disposition statutaire qui dit celui qui sera candidat à la présidentielle ou surtout à la présidentielle peut changer de logo. Nous avons mis ça dans nos statuts. Ça veut dire que si demain, moi, Nador, le parti m'investit comme son candidat, si je ne suis pas d'accord que dans le soleil levant là, Qui est un bélier noir. qu'on le sorte, on va le sortir. Et c'est pour ça que vous avez vu que quand on était allé aux élections locales, on n'a pas mis le bélier noir dans le soleil levant. Vous voyez, non? C'est nos statuts qui ont réglé ce problème. Ok. Maintenant, c'est un problème identitaire Oui. et mobilisateur à un moment donné. Maintenant, le gars n'est plus là. On fait comment? Nous devons rebâtir le parti autour d'une autre personnalité, d'un autre nom. Et c'est cette recherche-là que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que les gens dramatisent la chose. C'est vrai, et je le reconnais, qu'il y a une incompréhension sur la façon d'organiser la chose et de la tenir. Mais on n'en est pas encore où les gens pensent qu'on est. D'accord, on va revenir tout à l'heure, Beau Soleil Obekou. C'est un problème qu'on a longtemps évoqué sur le continent africain, le fait que les partis politiques soient, j'ai envie de dire, très intimement liés à leurs fondateurs. Quand vous regardez aujourd'hui l'échiquier politique, on sait que ceux qui tiennent les partis sont d'un certain âge, certains sont en train de partir, Edem Kodjo il est parti, Maître Agboibo il est parti. Quand vous voyez ce qui se passe dans ces partis, est-ce que vous dites il faut se redéfinir finalement, redéfinir la politique des partis politiques? Oui, mais la politique, redéfinir la politique des partis politiques, c'est d'accord, mais ça, c'est un principe qu'il faut chaque fois adopter parce qu'on évolue. Hein. Mais il n'y a pas qu'en politique que sur le plan marketing, on bâtit le ralliement sur des personnes. Oui. Même en journalisme, hein, quand vous prenez les plateaux de télévision, il y a certains journalistes qui animent certaines émissions qui font 30 ans, 40 ans. On ne les change jamais parce que ils ont construit une identité. Ils ont construit une identité qui font... Et c'est je souligne que c'est rare en Afrique de voir ça parce que, voilà, il y a les conditions de vie aussi qui voilà, et c'est que par eux que la boîte recueille de l'audience du public. Donc, c'est pour dire que en politique aussi, c'est dans le marketing politique aussi, c'est comme ça qu'on agit. Donc, et partout. Quand vous prenez aujourd'hui en Amérique, au niveau du Parti républicain, le parti est là. Mais quand tout se construit autour de Donald Trump. Parce que c'est par lui. Il est vrai que ses pratiques, sa façon de faire ne sied pas à tout le monde dans le Parti républicain. Mais tout le monde s'allie lorsqu'on parle de Donald Trump parce que c'est lui qui fait, et c'est par ce nom-là qu'on engage des voix pour le Parti républicain. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Afrique partout. Et vous allez voir que dans les grandes démocraties aussi, il y a certaines personnes, lorsque les élections s'approchent, ou bien quand on veut réorganiser les partis, quand un parti a quand même arrivé à un certain moment à une crise existentielle, comme vous venez de le dire pour le cas, on cherche une personne, partout dans le monde, même dans les grandes démocraties, on cherche une personne autour de laquelle on peut bâtir, quand même, on peut se relever et relancer le parti. Donc, même au niveau des associations, les associations se bâtissent sur des noms. Vous allez voir l'Afrique. Pour l'Afrique aussi, c'est un cas quand même atypique parce que
les partis politiques se résument quelque part aux personnes. Oui. Et même quand vous prenez nos partis politiques en Afrique, même les dépenses, les gens ne cotisent Oui, même pas. vous avez anticipé ce sur quoi j'allais attirer voilà, votre attention. Donc ça se bâtit sur une seule personne, et c'est la personne là qui est même le garant de l'existence même de ce parti-là. Est-ce qu'il n'est pas, dans ces conditions, plutôt difficile de faire survivre les partis à ces personnes? Oui, bien sûr, c'est ça même le principe des partis politiques, même des associations. Il faut que le parti survive aux personnes. Et puis quand vous prenez la charte des partis, même les statuts des partis, même ce n'est pas bâti sur une personne. Mais on met dans les statuts des principes, des clauses, des dispositions, quand même sur le plan général. On dit il faut des membres, il faut des cotisations mensuelles, il faut tel. Mais dans la pratique, lorsqu'on lance les partis politiques, une fois le Congrès, même pour le Congrès même, c'est financé par une seule personne. Et bon, il y a quand même autour de cette personne certains fidèles qui l'aident un peu. Mais dans la pratique, c'est une seule personne. Donc, c'est ce qui fait que quand ces personnes-là, arrivent à un certain moment, ils éprouvent une certaine faiblesse, là, ça agit sur les partis politiques. Pour le cas du CAR, le CAR c'est un grand parti, oui. Il faut le dire, et au niveau, c'est un parti qui a quand même animé la vie politique au Togo depuis un certain moment. Et au Togo, comme l'a dit le grand frère Nando, tous les partis politiques ont quand même ce problème d'existence actuellement. Parce que le parti politique, et c'est partout, partout dans le monde, lorsque vous n'arrivez pas à gagner des élections, à être sur le plan politique et au devant de la scène, chaque fois que vous avez des échecs électoraux, ça fait diminuer votre électorat, ça fait diminuer votre audience, et ça agit sur la structure même du parti. Ouais. Donc c'est ce qui se passe aussi au Togo, et à chaque fois, partout dans le monde, les partis cherchent à se relever. Et c'est ce qui se fait chaque fois, que ce soit les partis politiques, les associations au niveau de la société civile, et voilà. Donc pour vous, ça n'étonne pas ce qui se passe au CAR? Non, ça n'étonne pas, et ça se passe partout, dans tous les partis politiques au Togo. Et c'est lié parce que vous savez, si le CAR, je dis que le CAR est un grand parti parce que quand la démocratie a commencé, vous avez vu, le CAR était incontournable dans l'opposition. Et certains partis aussi ont été créés après. Et puis il y a un principe au Togo au niveau politique, qui fait un peu mal et qui est quand même malsain par rapport à, si je veux parler au niveau marketing politique. Lorsque vous voyez que dans un parti, surtout dans l'opposition, un parti émerge, les autres partis qui font le même combat que ce parti qui émerge là, c'est-à-dire que le fait de venir au pouvoir, de faire un changement, mais ils attaquent plutôt le parti qui émerge parmi eux. Et le CAR a subi ça, et lorsque vous êtes attaqué, de part et d'autre, chaque fois, ça ne fait que ça agit sur votre existence aussi. Et je crois que c'est ce qui se passe à Oukounador. Aujourd'hui, vous nous rassurez, le CAR est confronté à une crise structurelle. Est-ce que vous pensez que dans les tractations, dans les discussions que vous menez par rapport au congrès qui se prépare, le parti va survivre? Naturellement. Moi, je n'ai aucune crainte. Vous savez, je l'ai dit ailleurs, je le répète ici, un parti politique, ça se bâtit autour d'un nom et d'une image. Un parti politique, ça se bâtit autour d'un nom et d'une image. Le marketing politique. Quand vous avez le bon nom et la bonne image, ça prend. Maintenant, on n'a pas encore ça. C'est ça qui donne l'impression aux gens que nous n'existons plus. Parce que quand les journaux veulent parler de notre parti, c'est notre logo qu'on met. Oui. Et faites attention, le logo qu'on met là, il n'y a pas bleu, béni, noir dedans. Parce que les gens veulent résumer tout au bleu noir. Non. Le logo qu'ils mettent là, notre logo, quand on fait notre drapeau là, il n'y a pas bleu noir dedans.
Mais c'est les journalistes et tout ça qui disent le belé noir de Couvé, tout ça, et puis politiquement ça passe. Mais dans nos statuts, on n'a jamais dit quelque part que l'emblème du parti, c'est le soleil levant avec un fond bélier noir. Non, on a dit soleil levant auréolé par trois notions, liberté, vérité, liberté, et tout ça là. Vérité, liberté, justice. Oui. Voilà, on n'a pas dit qu'il y a bélier noir dedans. Et comme je l'ai dit, il y a une disposition statutaire qui dit, suivant les élections, vous pouvez mettre le bélier ou ne pas le mettre. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand on veut aller à une élection présidentielle où le défunt président, on met. Oui. Mais pour les élections locales dernières, on n'a pas mis. D'accord. Vous voyez, maintenant, je réponds à votre question pour dire que ce que nous sommes en train de faire nécessite une certaine délicatesse, une certaine intelligence. Parce que, au-delà de tout, nous voulons remplacer une personnalité qui n'est pas des moindres. Oui, justement, est-ce que ce n'est pas aussi ça le plus gros problème? Celui qu'on veut remplacer, c'est quand même un ogre politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez suffisamment large pour s'asseoir dans ce fauteuil? Oui, nous en sommes conscients. Et c'est pour ça que nous travaillons à ce qu'au sortir de ce congrès-là, le nom et l'image qui vont sortir soient à la hauteur. Ça veut dire lui-même. Ça, c'est un niveau. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas préparé sa succession. Il n'en avait même pas besoin. Pourquoi? Parce que, en règle générale, le faire, c'est une mauvaise pratique. En Afrique, quand on ne désigne pas, le roi ne désigne pas son successeur avant de mourir. Oui. Si vous le faites, celui-là va mourir avant le roi. Et j'espère que vous me comprenez. Je comprends, oui. Et je l'ai dit ailleurs, je le répète ici. Si Agbebo, avant de mourir, disait si je meurs un jour, c'est Nador qui va diriger le parti. Ça fait 3 ans qu'Agbebo est mort, qu'on l'a enterré. Vous pensez que Nador serait en vie encore aujourd'hui? C'est pour ça que la meilleure façon de procéder, et c'est ce qu'il a fait, il a fait en sorte que tous ceux qui peuvent nourrir l'ambition de le remplacer demain aillent à son école. De façon qu'à son décès, si quelqu'un sent qu'il a maîtrisé la méthode et qu'il dit je vais être candidat, et qu'après les tractations, il gagne, que les gens disent qu'au-delà de tout, il maîtrise quand même la méthode. Donc, ça c'est je disais tout à l'heure, ça va être le premier niveau. Le second niveau, parce que vous avez procédé de cette façon, vous serez à même d'accompagner celui-là pour l'atteinte des objectifs. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans la personne là, avec les qualités de maîtrise de la méthode, mais vous allez dire, bon, comme on dit chez nous, et toi tu restes chez toi. C'est pas que tu es sorti du parti. Mais de cette façon-là, c'est à ce niveau-là maintenant que le parti va mourir. D'accord. Et c'est pour ça que j'interpelle vos téléspectateurs, les auditeurs, de nous aider plutôt que de vouloir chercher à dire, il y a crise, expliquez-nous. Je dis, et j'ai raisonné de façon à l'absurde. J'aurais pu nier totalement pour dire qu'il n'y a pas du tout de crise au cas. Mais je dis, j'accepte qu'il y a une crise. Mais avoir une crise, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, sur le principe. Et c'est pour ça qu'en tant que responsable que nous sommes, si nous sommes un des responsables du parti, ça veut dire que nous aussi nous ambitionnons demain diriger ce pays. Et on doit déjà commencer par le sentir dans nos pas et dans nos propos. C'est important. D'accord. Bosoleil Obekou, vous pensez, parce que Nador Aoko a développé le point sur ce sujet, est-ce que pour vous, il n'est pas bienséant que dans un parti politique, on sache, même s'il n'est pas désigné, celui qui, en l'absence du président, ferait office de dauphin, le dauphin idéal? Oui, je suis d'accord en partie avec Nador pour
ce qu'il a développé, et c'est une partie. Mais comme la question que vous venez de poser, il serait aussi mieux, peut-être, l'autre aspect aussi de cette succession serait de ne pas laisser le leader mourir avant de le remplacer. Parce qu'il a écouté, on a bâti le parti sur son image. Et sa voix compte. Peut-être, arrivé à un certain moment, le leader qui se sent un peu fatigué peut quand même suivre sa succession. La succession peut être, on ne dit pas que forcément c'est lui qui désigne le successeur, mais devant lui, quand même, il peut quand même arbitrer sa succession. Quand je prends le cas typique des partis politiques, quelqu'un qui a fait déjà 25 ans à la tête d'un parti peut dire je suis fatigué, il faut qu'on remplace le président et qu'un autre qui émerge puisse conduire le parti du vivant même du leader. Je crois que ça pourrait arranger plus que de laisser le leader mourir et de chercher ceux-là qui peuvent le remplacer. C'est quand même très difficile. Et au quart aussi, ça serait très, très, très difficile. Que si Agbo même était là et il ne dit rien, il est neutre et que les choses se fassent, il suit bien ces choses-là, il laisse la main. Et le quart avait tenté ça en 2008 en élisant Maître Apévon qui était quand même aussi, qui émergeait, il n'était pas seul. Il y avait certaines personnes aussi, mais le choix était porté sur Maître Apévon et Agbo était devenu le président d'honneur. Je crois que cette manière de faire aussi pourrait arranger aussi les partis politiques que de laisser le président mourir et après cette défense, et après la succession est tellement difficile. Et il y a aussi, comme vient de le dire Nador, quand le leader désigne le successeur, c'est un peu difficile. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue le fait que s'il désigne aussi le successeur et qu'il est vraiment écouté dans le parti, on peut quand même, son aura peut accompagner celui qui l'a désigné pour que le parti soit quand même, la stabilité règne dans ce parti-là de son vivant. Parce que s'il est vivant, un leader qui est vraiment écouté, s'il est vivant, il serait quand même très difficile à ceux-là qui pourraient nourrir l'ambition de perturber le parti de le faire. Mais à son absence, et surtout s'il est décédé, les gens, ça laisse libre cours à quelques perturbateurs entre guillemets. Donc moi je me dis qu'il y a ces principes-là, on pourrait ne pas désigner le leader avant la mort, mais il serait aussi mieux si le leader émerge du vivant du leader et que le leader vive pour voir l'évolution de son parti avant de s'en aller. Vous permettez, Samuel? Non, ça c'est le principe. Hein? C'est le principe. Maintenant, quand on rentre dans la pratique, c'est autre chose. Il a dit, nous en avons fait l'expérience. Ça a donné quoi? À la fin, ça a donné une crise et les gens sont partis pour régler la crise. Vous voyez, non? Non, et c'est pour ça que nous ne sommes pas obligés de nous inscrire dans la dynamique de ce que les gens font ailleurs. Je n'ai pas parlé d'ailleurs. Non, je ne vous accuse pas. Nous sommes là dans un débat où nous exposons des cas d'école pour éclairer la lumière de ceux qui nous suivent. Vous savez, prenez la Côte d'Ivoire. Ouattara a dit, je suis là, je vais partir. Le gars est décédé. Celui qui probablement, il est décédé. Finalement, il dit, je suis obligé de revenir. Et il est revenu. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous sommes d'abord et fondamentalement des Africains. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous n'avons pas la même culture, même si nous avons appris à lire leurs documents. Et que nous raisonnons suivant leurs documents. Nous avons nos pratiques chez nous, nos façons de vivre chez nous. Nous devons coller tout ça là à la politique. Parce qu'après tout, la politique n'est pas seulement que la gestion des affaires publiques, c'est aussi la protection de la vie des acteurs et des citoyens. Je répète, la politique n'est pas que seulement la gestion des affaires publiques, mais c'est aussi la protection de la vie des acteurs et des citoyens. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, mais
quelle structure existe et là-dedans, on ne trouve pas des contradictions, des ambitions. Partout, que ce soit dans les associations, dans les églises. C'est pire dans les églises. Moi j'ai assisté Oui. à une bagarre entre deux de mes pasteurs. Oui, c'est ce que je disais, c'est pire dans les églises. Pour quelque chose d'insignifiant. Et maintenant, on est en politique où des gens raisonnent d'abord en termes d'intérêt. Qu'est-ce que vous dites en ce moment-là? Moi, j'ai envie aussi de... Oui, ce réagir. que je voudrais J'ai une question. ajouter, Oui. quelque part, quand on dit en politique il faut protéger la vie parce que mystiquement, parce que la politique aussi, ce n'est pas le truc mystique qu'il faut mettre devant sur la scène publique. Ce qu'il y a, c'est que au niveau du cas, l'exemple même est là. En 2008, quand Agbebo était vivant et qu'on a désigné, on a élu Apévan, est-ce que Apévan est mort jusqu'à aujourd'hui? Non. Donc, ça veut dire qu'il me donne raison pour ce que... je ne dis pas que c'est ça la vérité universelle, ou bien la vérité biblique, non. Mais Apévan a été désigné, c'est l'exemple même du principe que moi je défends, que les leaders doivent désigner, ils doivent quand même être présents lorsque leurs successeurs prennent les rênes de leur parti. C'est mieux que de les laisser mourir. Non, je vais chuter en disant oui. ça. La crise qui est arrivée au CAR, par exemple, parce qu'on ne parle pas du CAR seulement, ça arrive dans tous les partis politiques. Mais la crise qui est arrivée au CAR, sur le plan politique et sur le plan marketing politique, bon, monsieur le grand frère vient de dire tout à l'heure que la crise c'est partout, et c'est vrai. Mais pourquoi le CAR n'a pas pu régler la crise là qui est arrivée et le parti a fait quoi? Il s'est éclaté. Et en politique, lorsqu'un parti s'éclate, le parti, c'est la faiblesse sur le plan politique, parce que le parti politique, c'est l'aura. Et lorsque vous divisez en deux votre électorat, votre aura, là, ça ne prend pas. Donc, disons-le, ne nous voilons pas la face, l'éclatement du CAR a porté un coup dur à l'évolution de ce parti. Oui, non. Il a parfaitement raison, mais je voudrais accepter. Je finis comme ça. Ni le FDR qui sont issus de cette crise-là, ni le CAR qui est resté actuellement, ne profitent pas de cette crise-là. Et moi, je le dis, s'ils étaient restés ensemble et régler cette crise-là, le CAR serait plus fort que celui qui... Non, ce que je voudrais dire, voilà une des raisons qui justifie ma position. Agbebo a désigné un successeur. Personne n'a été contre. On l'a accompagné. Ça a conduit à quoi? Peut-être. Mais ça a conduit à quoi? Dites-le nous. Ça a conduit à ce que tu viens de dire. Le parti s'est éclaté. Mais pourquoi? Il y a eu crise. C'est justement ce qu'il faut éviter. Parce que, vous savez, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. On dit, c'est notre leader. C'est celui-là qui porte l'aura du parti. C'est lui que tout le monde écoute. Il a trouvé que celui-là peut faire l'affaire. Bon. Alors, quand vous êtes dans un groupe comme ça, même si ça ne vous intéresse pas, vous applaudissez comme les gens le font. Et puis, vous acceptez. Et dans la pratique, vous allez voir que ça va. J'ai dit tout à l'heure, si vous êtes d'accord sur la chose, tout le monde accompagne. Mais si vous n'êtes pas, vous êtes d'accord contre votre gré, vous n'allez pas accompagner. Et quand vous n'allez pas accompagner, ce qui va arriver, va arriver. Et c'est ce que nous avons connu. Et c'est à cela que nous travaillons pour dire que non. Il ne faut plus désigner quelqu'un contre le gré d'autres pour que demain on ne puisse pas l'accompagner parce que celui qui a porté l'image du parti n'est plus là. C'est nous qui sommes ses disciples aujourd'hui qui allons jouer au jeu. Ce que nous avons fait en 2008, ça a été une bonne leçon, mais pas une leçon bien appliquée. Il faut le reconnaître. Ça n'a pas été une leçon bien appliquée. Et maintenant, je crois que c'est pour ça. Moi-même, j'ai été président intérimaire. C'est moi qui ai organisé le congrès, qui a fait revenir Maître Agbebo à la tête du parti. Et en son temps, moi, je lui ai dit mes vérités, que je ne répéterai pas sur ce plateau. Mais ceux qui sont de l'extérieur, ils vont voir la chose d'une autre façon. Mais la leçon que nous qui sommes des acteurs à l'interne, nous pouvons en tirer, doit nous amener
à savoir comment nous organiser aujourd'hui pour qu'au sortir de notre congrès, nous puissions éviter ce que nous avons évité, ce qui nous est arrivé hier. Il ne hier. reste plus beaucoup de temps, fait, mais moi je ne suis pas, Oui. je suis pas dans le cas. Mais on est en train de faire une analyse générale au niveau même politique de ce qui se passe. Et le cas typique, c'est le cas. Mais disons-nous la vérité, ne nous voilons pas la face. Si en 2008, on a pu élire un successeur à Maître Agbouibo, et que Maître Agbouibo, de son vivant, il était là pour suivre l'évolution de ce parti, ce n'est pas en 2009 qu'il y a eu crise. Ce n'est pas en 2010. Je crois que Maître Agbouibo a été président jusqu'à 8 ans, je crois. Son deuxième mandat, quand la situation... Et je le dis, quelle crise est arrivée au cas? Et on n'a pas pu régler du temps d'Agbouibo, et que le parti s'est éclaté. Et maintenant, derrière lui, on me fait comprendre que les successeurs, il n'y a plus un leader qui coordonne les choses. Les successeurs, même maintenant, peuvent s'attendre et désigner quelqu'un. Mais il vient de le dire que la désignation, si je comprends bien ce qu'il vient de dire, la désignation de Maître Agbouibo n'a pas été comprise par une certaine partie. Et peut-être que c'est ça qui a gangréné le parti jusqu'à son éclatement. Mais moi, je me dis, si au temps de Maître Agbouibo, on a désigné quelqu'un et que ça a été comme ça, d'autres ne sont pas... Pourquoi aujourd'hui, si on désigne quelqu'un aujourd'hui dans le cadre, est-ce qu'une certaine partie ne va pas dire non, ce n'est pas lui? Donc, pour finir, je voudrais dire que ce que le cadre devrait faire, c'est que quand il y a eu la crise, comme lui-même il le dit, il y a eu crise au cas, il faut s'asseoir pour la régler. Donc, autant de Maître Agbouibo aussi politiquement, moi je ne parle pas du cas, mais dans un parti, si la chose se passe ainsi, où ils ont désigné un successeur au temps du leader, et que 8 ans après, il y a un problème, on devait faire quoi? S'asseoir et pour régler le problème coûte que coûte. Monsieur Nador, moi j'ai une question directe. Vous êtes de ceux qui ambitionnent prendre la tête du CAR? Oh non, vous savez, comme on a souvent l'habitude de le dire, si les militants, les délégués au Congrès, trouvent que c'est Nador qui peut faire l'affaire, je ne peux pas mettre le nombre d'années que j'ai mis au service de ce parti-là et les expériences que j'ai acquises. Et si les délégués me le demandent, je vais dire non, si trop. Mais je ne suis pas un candidat déclaré. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Ni naturel. Merci beaucoup Nador d'être passé répondre à nos questions. Merci Bosoleil Obekou. Merci à tous. Passez un excellent week-end.